Bonjour et merci de nous rejoindre sur On ne vous demande pas d'y croire. Christelle, comme d'habitude, est aux manettes de la modération et m'enverra vos questions dans la deuxième partie de l'émission. Mon invité aujourd'hui est un des médiums les plus médiatisés depuis quelques années déjà. Il s'appelle Jean Didier. Vous l'avez sûrement vu déjà à la télé, que ce soit sur TF1, France 2, M6. Enfin, là, je vais en oublier, c'est sûr. France 5 aussi. Jean Didier, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, merci de ton invitation. Alors, pour commencer notre échange, est-ce que tout d'abord, tu peux commencer par me parler de ta médiumnité? Est-ce que tu es né avec, avant de parler des fantômes? Parce que tout le monde attend ça. Alors effectivement, c'est vrai que ça c'est un petit peu lié à la médiumnité. Et la médiumnité pour moi, en fin de compte, elle est arrivée parce que j'étais un enfant déjà très sensible, voire hypersensible. Et en fin de compte, cette hypersensibilité, elle se développe et elle se met en place à partir du moment où on a un choc émotif ou émotionnel très important. Qui arrive dans notre vie, parce qu'en fin de compte, moi je pars toujours du principe qu'on a tous cette capacité à être médium et à développer quelque chose, on a cette graine en soi, mais il faut qu'elle soit déclenchée par un événement ou par quelque chose pour qu'on en prenne conscience et qu'elle s'active. Mhm. Et en fin de compte, moi, ça s'est activé vers l'âge de 15 ans parce que j'ai eu des ressentis avec mon hypersensibilité à cette période et j'ai capté qu'il y allait avoir un décès très proche de ma famille qui allait me toucher. Et en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Ce décès que j'avais vu s'est réalisé en quelques jours. Donc tu imagines que quand Ah tu ouais. as une quinzaine d'années, tu es complètement déstabilisé par ce qui se passe. Alors déjà, tu te demandes si tout le monde peut capter ce genre de choses et si tout le monde a cette capacité, parce qu'à 15 ans, tu sais pas, on t'a pas appris tout ça. Donc il faut que tu gères ça. Et en fin de compte, j'ai déjà appris à gérer ça. Et après, en fin de compte, quand cette médiumnité s'est activée, je l'ai développée un peu malgré moi parce que j'avais cette capacité à capter et à sentir et ressentir tout ce qui se passait autour de moi. Voilà. Donc pour moi, ça a commencé à l'âge de 15 ans. Et quand tu as eu cette prémonition malheureuse, bien sûr, est-ce que tu t'es demandé, tu t'es dit, oh, c'est peut-être le hasard. Est-ce que donc tu as eu encore après des prémonitions comme ça qui t'ont fait dire, oh là là, mais j'ai quelque chose de plus là. Je ressens, ben, je peux prévoir l'avenir. Euh, Est-ce que tu t'es demandé ça, si Oui, en c'était fin de compte, tu sais, pas bizarre, enfin si oui, c'est peut-être le hasard, tout simplement. oui, au départ, on se même pose la question de se dire, est-ce qu'on n'a pas provoqué aussi ça, Bah, tu vois? ça c'est, ouais, C'est c'est sûr. encore autre chose. Mhm. Mais moi, c'est ce que je me suis posé comme question. Je me suis dit, du coup, est-ce que c'est pas moi, en fin de compte, voilà, tout gamin, qui ai provoqué ce genre de choses? Après, je me suis aperçu effectivement que d'autres choses se sont mises en place autour de moi. Mhm. Et ce qui était très déstabilisant aussi, c'est que on ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi, mais tous les médiums, quand ils commencent à capter des choses, malheureusement, c'est toujours des événements dramatiques et Mhm. c'est des choses extrêmement négatives. Donc c'est encore plus perturbant parce que on est dans le malheur, on est dans les choses qui font de la peine, on est Et ouais. dans des choses qui sont compliquées, difficiles. Et quand ça se répète, si tu veux, dans le temps, effectivement, on se dit, là, c'est pas du hasard. En fin de compte, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place à ce moment-là. Euh, et ce qu'il faut aussi, c'est accepter ça, parce que tu peux aussi le refouler en se disant, j'ai pas envie de voir ça, parce que j'ai pas envie que des catastrophes viennent à moi, j'ai pas envie de ressentir des choses négatives. Tu comprends un peu ce que je veux dire par rapport Complètement, à ça? complètement. C'est tellement déstabilisant que quand tu es jeune comme ça, tu te dis, j'ai pas envie de ça, je suis pas fait pour ça, quoi. Donc moi, j'ai essayé d'occulter ce genre de choses, j'ai essayé de passer à travers, mais c'est revenu en force et c'est revenu régulièrement jusqu'au moment où tu te dis, ben, voilà, je suis obligé d'accepter Mhm. de faire avec. C'est des flashs que tu reçois? Alors moi, c'est ce qu'on appelle j'ai la chance d'avoir les deux, j'ai la clairvoyance et la clairaudience, c'est-à-dire je vois les choses et à certains moments, j'entends des choses. Soit j'ai l'un, soit j'ai l'autre, et en fin de compte, c'est intéressant parce que ça permet de coupler un petit peu les ressentis. D'accord. Et c'est un état permanent ou c'est un état que tu peux gérer? Tu,
tu peux dire à un moment, bah, je veux rien voir, je veux rien entendre, je veux être tranquille. Alors, en fin de compte, si tu veux, ça c'est tout un travail de gestion de son émotionnel, puisque dès que l'émotionnel est déstabilisé, on est dans une hypersensibilité qui fait qu'on capte encore plus les choses. Alors, ce qu'il faut, c'est réussir à être centré pour se dire à certains moments, j'ai pas envie de capter les choses. Mais en fin de compte, moi, quand je me trouve dans des endroits ou dans des soirées ou avec des personnes, je pars du principe que si je capte quelque chose, c'est que c'est important, donc il faut que je sois à l'écoute de ça. Mais par contre, c'est vrai que si je veux vivre correctement, parce qu'après tu deviens une véritable éponge, c'est-à-dire que tu captes tout le temps, en permanence, et tu ne vis plus. Donc il y a un moment où tu dis, stop, là j'ai envie de vivre, j'ai envie Ah d'être ouais. un petit peu comme tout le monde. Et ce qui est assez marrant, c'est que très souvent, les gens, quand tu leur parles de ce don ou de cette capacité, ils te disent tout de suite, ah mais quelle chance vous avez! Ben Et oui. alors que s'ils savaient qu'à certains moments, on aurait envie de tout plaquer, de tout arrêter, de se dire non, stop, je veux plus capter, je veux plus entendre, c'est marrant, quoi. On te prend pour un super-héros des fois. Peut-être pas jusqu'à ça, jusqu'à là, mais les gens, ils ont l'impression que c'est un don qui est phénoménal et qu'ils aimeraient bien l'avoir, si tu veux. Mhm. Mais en fin de compte, ils se rendent pas compte de tout ce que ça engendre derrière et de tout ce que tu dois subir au quotidien par rapport à ça. C'est un vrai sacerdoce hein, d'être médium hein, et d'aller vers les gens, de capter des choses, de leur transmettre des messages. Je pense que c'est pas la première fois qu'on te le dit. Voilà, il faut vraiment être impliqué par rapport à ça. Alors maintenant, quand on capte des choses et quand ça nous arrive, on n'est pas obligé de devenir médium professionnel. C'est pas du tout une obligation. On peut très bien le faire aussi, soit pour soi ou pour des amis, sans devenir professionnel. Moi, je suis devenu professionnel parce que j'ai un historique qui est un peu marrant parce que j'étais dans la partie animation. Et en fin de compte, voilà, j'aimais beaucoup déjà le contact, le Mhm. relationnel, et je travaillais sur des radios libres quand, dans les années 80, les ondes se sont libérées. Mhm. Et en fin de compte, j'ai réussi à coupler tout ça. Donc, du coup, je suis devenu professionnel sans le vouloir parce que j'avais cette possibilité de pouvoir déjà, il y a plus de 30 ans, parler au micro de tout ça. Mhm. Et à ton avis, ton chemin de vie, c'était plus dans la communication ou dans la guidance? Bah, en fin de compte, je dirais que c'est un peu les deux à la fois, parce que je me suis rendu compte, à force de côtoyer des journalistes et de travailler sur des chaînes de télévision ou de radio, qu'il fallait une certaine qualité, entre guillemets, c'est pas du tout pour me glorifier, hein, mais Non. il faut voilà, euh, savoir s'exprimer, savoir expliquer des choses, avoir une certaine pédagogie, être habitué des micros, habitué des caméras et tout ça. Et en fin de compte, moi, j'ai eu la chance de travailler tout ça avant de pouvoir commencer à être médiatisé. Donc, j'avais une avance un petit peu sur les autres. Et ce qui se passe un petit peu souvent, c'est que les médiums, si tu veux, surtout quand on leur demande de faire des voyances en direct ou de capter des lieux, des endroits, des choses comme ça, leur hypersensibilité fait qu'ils perdent un peu les pieds et qu'ils n'arrivent Mhm. pas à exprimer. Il y a beaucoup de gens qui sont très bons, qui sont très forts, mais qui n'arrivent pas à exprimer les choses. Et moi, ça m'est arrivé au début de ma carrière de me trouver avec deux, trois médiums sur un plateau. Et en fin de compte, le journaliste revenait vers moi tout de suite parce que moi, j'ai du bagou. Et il me disait, bah, vous êtes un bon client en fin de compte, parce qu'on vous pose des questions, vous démarrez, on vous suit, il n'y a pas de problème. Et les autres qui étaient là, quand on leur posait des questions, ils disaient oui, non, Ah oui, oui, oui. non, et ils n'avaient pas la matière à développer les choses derrière. Donc, c'est ce qu'a fait dire un journaliste de Cosmopolitan à une époque, que j'avais aussi le don de la communication en plus du don de médium. En tout cas, pour le plus grand plaisir de la chaîne, on ne vous demande pas d'y croire. Merci d'être avec nous. Oui, c'est sûr. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers la chasse aux fantômes? Est-ce que c'est justement le côté médiatique, le côté qui pouvait attirer les médias, ou alors c'est parce que vraiment c'est quelque chose que tu sentais au fond de toi?
Oui, c'est plutôt quelque chose que je chantais au fond de moi. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te disais que j'avais cette clairvoyance et cette clairaudience, très souvent, quand j'étais chez les gens, quand j'étais invité dans une soirée, je captais des choses et je captais l'histoire de la demeure dans laquelle je me trouvais. Hmm. Et ce qui était marrant, c'est que des fois, on me disait, bah, ça fait pas longtemps que j'habite ici, donc l'historique de la maison, je ne la connais pas. Mais je peux demander à des anciens du village ou au maire ou à la gendarmerie ou autre, ou poser des questions, surtout quand je voyais des choses un peu dramatiques. Je me disais qu'il y avait la possibilité d'avoir des traces de ce qui s'était passé voilà, pendant certaines périodes. Et en fin de compte, les gens revenaient vers moi en me disant, mais effectivement, on s'est renseigné, oui, il y a bien eu ça qui s'est passé, il y a eu un tel Ah oui. événement qui s'est produit, etc. Et je me suis rendu compte que tout naturellement, je captais déjà les endroits dans lesquels je me trouvais et c'était déjà une espèce d'évolution par rapport à la médiumnité, cette capacité à capter les choses et à capter les endroits. Et en plus, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est sûrement parce que moi, je suis Capricorne, ascendant Capricorne, hein. Donc, je suis très, malgré que je sois médium, je suis quand même très rattaché à la Terre. Donc, tout ce qui est terre, tout ce qui est habitation, tout ce qui est pierre et tout ça, ça m'intéresse. Et puis, l'histoire m'intéresse aussi, l'histoire des lieux m'intéresse. Et du coup, voilà, plusieurs personnes ont su autour de moi que je faisais ce genre de choses. Et tout naturellement, il y a des gens qui sont venus vers moi en me disant, mais nous, on capte des choses chez nous qui sont des phénomènes paranormaux. Est-ce que c'est lié à une entité, un fantôme? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez venir voir ça ou pas? Donc ça a commencé comme ça. Donc je suis allé dans des endroits. Et puis, quelque temps après, tu sais que on dit qu'il n'y a pas de hasard, hein, il y a des Eh oui. rencontres qui se font à des moments. Énergie 12 m'a contacté pour une émission avec des jeunes qui allaient dans un endroit un petit peu comme ça, mystérieux et paranormal pour capter des choses. Mhm. Et dans cette émission-là, il y avait Eric Fersen, qui est un chasseur de fantômes, Mhm. qui, en fin de compte, s'est retrouvé avec moi dans cette émission et il m'a dit, mais tu as complètement toutes les capacités pour faire ce genre de choses, tu devrais y aller à fond. Et c'est lui qui m'a un petit peu mis le pied à l'étrier. Et du coup, on a fait l'émission en faisant la même chose tous les deux et en étant synchro par rapport à ce qui se passait. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu comparer aussi Voilà, c'est intéressant ça. ce que l'on ressentait chacun de notre côté dans cette émission pour voir s'il y avait une véritable cohérence ou pas dans ce qu'on pouvait capter et ressentir. Il y avait Et une enfin, cohérence? pardon? Cette cohérence, elle y était? Oui, oui, Ah, totalement. ok. Et après, il y a eu une autre émission qui a été impressionnante aussi, toujours sur Énergie 12, où j'ai été invité parce que une médium avait capté des choses dans un appartement à Rouen. Hmm. Et en fin de compte, c'était un très vieil immeuble. Et la médium disait, mais moi j'ai besoin de concret, de savoir si quelqu'un ressent la même chose que moi et s'il y a une entité, s'il peut faire partir Hmm. cette entité ou pas. Et en fin de compte, la production a fait appel à moi. Et bien sûr, sans me dire ce qui s'était passé dans cet appartement. Et quand on a tourné la séquence, si tu veux, en fin de compte, les techniciens étaient complètement étonnés parce Oui. que mot pour mot et avec les mêmes gestes et en employant exactement Hmm. les mêmes mots, comme je te dis, on racontait strictement la même histoire, tous les deux. Ouais, Et d'ailleurs, je l'ai vu. Je voulais te demander justement, parce que j'ai vu, je voulais te demander si ça avait été monté d'une façon à embellir les résultats ou c'était vraiment exactement non, comme ça s'est passé. C'était Sorine, voilà, la médium d'ailleurs. Hmm, voilà, hmm. Sorine. Je suis content que tu aies vu cette émission parce que tu vois ce dont Oui, oui, je te complètement. parle. Voilà. Et en fin de compte, non, non, le deal, c'était de se dire, on fait venir quelqu'un, mais on lui dit rien, parce qu'autrement, ça n'a Eh oui, aucun intérêt. Si on commence à donner des explications et à eh dire, oui, ouais, oui. aucun intérêt, strictement aucun intérêt. Donc, non seulement le tournage ne s'est pas fait le même jour, Sorine, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas vu, on ne m'a pas briefé sur ce qui s'était passé dans cet appartement. Et on m'a dit, par contre, on va tourner et on diffusera tel que. C'est-à-dire que
Si vous voyez quelque chose qui est totalement différent, bah, c'est pas grave, on expliquera que Mhm. vous avez capté autre chose et peut-être éventuellement une autre entité ou autre chose. Par contre, si vous avez un discours qui se rapproche de celui de Sorin, ça peut être sympa et intéressant. Par contre, où on a été surpris, c'est que effectivement, comme tu as vu dans les séquences, on fait les mêmes gestes, Oui, oui. on explique que la personne est tombée, qu'elle a pris un Mm. coup de couteau, qu'elle est tombée à tel endroit, qu'elle était allongée de cette façon, la tête dirigée de cette façon. Donc effectivement, après, on peut se poser la question et se dire, mais en fin de compte, ils se sont vus, ils se sont rencontrés, ils ont échangé, et puis voilà, c'est bidon, quoi. Mm. Mais en fin de compte, moi, j'ai toujours participé à des émissions dans lesquelles c'était cash, et on me disait tout le temps, soit vous montez sur le plateau, si vous vous plantez, nous, on n'a aucun intérêt de le couper. On expliquera que vous n'êtes pas infaillible et que ça vous Bien est sûr. arrivé, que vous êtes trompé. Par contre, si vous réussissez votre coup, tant mieux. Ah, ils n'ont Donc pas voilà. cherché à truquer. Ça, c'est bien. Du tout. Non, non. Non, non, tu as connu l'émission Normal Paranormal Oui, avec Stéphane bien Roddenberry. sûr. Bien sûr. Le deal, c'était de monter sur un plateau avec un scientifique, la plupart du temps un psychiatre, qui était en face, et on faisait une expérimentation sur le plateau. Et la production nous disait, quand vous montez sur le plateau, c'est à vous d'être bon, parce qu'effectivement, si vous vous Mm. plantez, nous, le plantage, on le passe. On ne le coupera pas, il Oui. sera passé. Du coup, il n'y avait aucun médium qui voulait y aller. Et oui, la pression, elle est énorme. Et puis en plus, la pression peut-être nuit aussi au Exactement. ressenti. Et donc, Bah, t'es pas chez toi, t'es pas dans ton cabinet, tu es sur un plateau de télé où il y a des éclairages, où il y a du monde, où il y a un animateur. En plus, là, un psychiatre en face de toi qui t'observe, qui te scrute, qui te pose des questions, etc. et tout. Donc, effectivement, et puis c'est une émission qui passait sur M6 à 20h50. ouais, ouais. Donc, une fenêtre énorme d'ouverture qui est intéressante. Mais d'ailleurs, quand j'ai fait cette émission, Stéphane Rothenberg a commencé par dire, ça fait 1 an et demi qu'on cherche un médium, personne n'a voulu venir sur le plateau, sauf Jean Didier. Mais moi, j'étais un peu barré, un peu fou pour accepter, quoi. Mais c'est peut-être aussi parce que j'aime bien les challenges, parce Mhm. que j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, mais on se dépasse quand tu as un challenge, tu vois? C'est une espèce de façon de se dire, là, il faut que je me dépasse, il faut vraiment ma médiumnité, que j'aille la chercher au plus profond de moi, que je la mette en exergue et que j'arrive à quelque chose, quoi, en fin de compte, tu vois? Et moi, ça me plaît, moi, c'est ce côté challenge, Mhm. quoi. Et Voilà, et c'est pour ça que j'ai accepté. tu te sens aidé quand tu fais des challenges comme ça? Oui. Ah oui, 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 j'ai l'impression que c'est même très surprenant parce que souvent j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. Et c'est très souvent le cas aussi quand tu sais que j'écris beaucoup d'articles pour la presse écrite ou pour les blogs sur Internet ou autre. Et souvent j'écris mon article et puis comme on dit, je le laisse reposer un petit peu et le lendemain ou 2 jours après, je retourne dessus pour le peaufiner un petit peu. Et des fois, je lis des phrases, je dis, comment j'ai sorti cette phrase, quoi? Mais d'où est-ce que ça sort, ça? C'est très surprenant. Et les gens, ça les fait beaucoup rire parce qu'ils me disent, mais attendez, ça fait 30 ans que vous faites ce métier, comment vous pouvez encore être surpris? Je dis, bah oui, c'est la magie. Mhm. C'est le côté magique de tout ça et qui fait que tu es encore surpris de certaines choses qui t'arrivent dans ta vie quand tu fais ce genre de choses. Et ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai un peu une âme d'enfant quelque part, tu vois. Et j'aime bien ce côté aussi. Où tu as la découverte en Mhm. permanence. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Euh, Même si ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'apprends encore beaucoup régulièrement et tout le temps. Les gens me donnent beaucoup. Les gens me disent, ah, mais qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous faites, c'est exceptionnel et tout. Je dis, mais c'est aussi exceptionnel ce que je reçois en retour. Il y a un véritable échange. Tu vois ce que je veux dire? Ah, complètement. Et ça, je crois que tu te nourris aussi beaucoup des gens et des expériences que tu peux faire. Voilà. Mhm. Et en fin de compte, il faut apprendre à se dépasser. Et quand tu vas sur un plateau et qu'on te dit, bon, on te met la pression, hein, parce qu'on te dit, faut être bon, hein, si ça passe à 20h50, il faut que ça fasse de l'audience, faut pas vous planter, hein. Alors bon, effectivement, ça te met de la pression, mais d'un autre côté, ça te booste et ça te booste tellement que du coup, voilà, c'est tout l'un ou tout l'autre. Comme je te disais tout à On peut l'heure, perdre soit ses tu as des moyens aussi, médiums, quoi. Certains voilà, soit médiums, tu je as des pense, peuvent médiums perdre qui leurs moyens.
Voilà. Mm. Il y a des médiums qui vont perdre pied et qui vont totalement paniquer et qui vont se laisser dévorer et manger par Mm. leur stress. Moi, je te dis pas que je suis pas stressé avant de faire ce type C'est d'émission, du bon mais stress. c'est du bon stress, Ouais. voilà. Tu as tout à fait compris. C'est un stress positif. Mm. Donc, à partir de là, ça permet de faire des choses qu'on a l'impression qu'on ne serait pas capable de faire autrement, quoi. Donc, ce stress, il faut savoir le transformer en stress positif. Mhm. Alors, ces fantômes, qui sont-ils? Alors, il faut savoir que les fantômes, la plupart du temps, ce sont des entités qui sont bloquées entre le monde spirituel et le monde matériel. Et c'est des entités qui n'ont pas compris ce qu'elles faisaient là, ou qui sont rattachées Mm. souvent à des lieux. On parlait tout à l'heure de l'histoire des lieux. Voilà, tu as certains fantômes qui sont rattachés à un lieu parce que ce lieu est important pour eux sur un plan émotionnel ou sur un plan sentimental. Et puis autrement, tu as une autre catégorie d'entités, de fantômes, qui sont des entités qui sont bloquées parce qu'elles n'ont pas eu le temps de comprendre qu'elles étaient décédées, Ah, d'accord. soit par un choc Ouais. violent, soit par, donc je vais dire n'importe quoi, mais par exemple une crise cardiaque ou un accident de voiture, ou en fin de compte, si tu veux, ils n'ont pas eu le temps de comprendre, quoi. D'accord. Et à chaque fois, ces personnes-là, le temps pour eux, comment il se déroule? Ils ont l'impression, ils voient ces gens passer, ils voient une maison habitée, ils se posent la question, ils se disent comme, ils se posent des questions, ils se disent qu'est-ce que je fais là? Ou comme le temps peut-être n'existe pas pour eux, ils tournent en boucle et... Voilà, effectivement, le temps n'existe pas pour eux. Donc, c'est complètement intemporel. Et c'est pour ça souvent que justement les médiums ou les voyants ont beaucoup de problèmes aussi dans leur voyance avec le temps pour donner des dates Hmm. précises. Ça arrive, moi, ça m'est arrivé de temps en temps de donner des dates précises, mais c'est vraiment, ça a dû m'arriver deux, trois fois dans ma carrière en 30 ans. Donc, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Et en fin de compte, on a ce problème parce que pour des entités qui sont dans l'au-delà, c'est complètement intemporel. Donc elles ne se rendent pas compte du temps, si le temps est passé vite, pas vite, si ça fait longtemps qu'elles sont décédées ou pas. Et en fin de compte, la plupart du temps, elles bougent pas. Elles sont aussi figées dans un Ah endroit ouais. particulier ou dans l'endroit dans lequel elles sont décédées. Bah, Donc voilà. oui, enfin, là, tu prends l'exemple d'un fantôme qui resterait cloîtré dans un petit bout dans un angle. Mais justement, tout à l'heure, on parlait à Rouen, le Oui, dans la tournage que tu as fait. La personne, elle a quand même déplacé un couteau. Elle a quand même. Il y avait une intention quand même là. Oui, oui, tout à fait. Mais ce n'est pas négatif. Il ne faut pas croire que les entités vont faire quelque chose pour te blesser, pour te créer des problèmes. Ça, c'est dans la fiction, c'est dans les Ouais. films d'horreur et tout ce genre de films. En fin de compte, dans la réalité de la chasse aux fantômes, et en tant que chasseur de fantômes, on n'est pas confronté à ça. En fin de compte, ce qui se passe, ce sont des indices pour que tu puisses rentrer en contact avec l'entité. Donc il demande de l'aide alors en fait. Et je ne sais pas si tu as vu le film Ghost, Oui, bien certainement. sûr. Voilà. Bon, tu as vu comment ça se passe. En fin de compte, le fantôme, lui, il va déclencher certaines choses. Donc, à un moment, on le voit, il fait tomber un cadre, ou voilà, il y a autre chose qui se passe. Il y a une porte qui claque, une fenêtre qui s'ouvre alors qu'il n'y a pas de vent. En fin de compte, ce sont ce qu'on appelle des phénomènes paranormaux. Mais ces phénomènes paranormaux-là sont créés par l'entité pour essayer de rentrer en contact avec les humains Hmm. et de préférence avec un médium. Donc, si l'entité sent que dans une pièce, il y a quelqu'un qui a une sensibilité avec lequel elle peut rentrer en contact, elle va se manifester. Le cas du couteau, effectivement, ben là, non seulement c'est pour montrer qu'elle est là, mais pour donner un indice par rapport à ce qui s'est passé Ah aussi, oui, c'est vrai. Hmm. par rapport à l'histoire. Parce que faut pas oublier que c'est une personne qui avait pris un coup de couteau. Donc voilà, donc ça, c'était lié à ça. Et souvent, on a des indices comme ça. Alors, soit on fait attention à ces indices, soit on passe complètement à côté. C'est comme dans la vie de tous les jours, hein. Des fois, il y a des choses qui t'arrivent ou qui passent à côté de toi, et en fin de compte, tu fais pas Ouais. du tout attention à ça. Et puis d'autres fois,
un petit indice va dire, tiens, là, c'est marrant, il y a quelque chose qui s'est passé et il faut que je sois attentif à ça. Hmm. Donc ils ont quand même une certaine conscience qu'il y a quelque chose de pas normal. Oui, sauf qu'ils sont bloqués pour les raisons que j'ai évoquées tout à Hmm. l'heure. Très souvent, c'est lié à de l'affectif et à quelque chose qui fait qu'il y a aussi besoin de rentrer en contact avec quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé parce qu'ils n'ont pas spécialement conscience de Hmm. ça et ils n'ont pas non plus Ouais. la mémoire de ce qui s'est passé. Tu vois? Ah oui, d'accord. Parce que ça, c'est pour les êtres humains, mais c'est pas pour les entités. L'entité n'a pas la mémoire de ce qui lui est arrivé et n'a pas ce ressenti-là. Elle peut simplement être en souffrance parce que elle comprend pas pourquoi elle est dans cette situation, elle est bloquée. Et en fin de compte, c'est là qu'on fait intervenir des passeurs d'âme, parce que les passeurs d'âme ils vont lui permettre de monter et d'aller vers un monde spirituel et de se dégager du monde matériel. Parce qu'en fin de compte, c'est vrai que les entités à ce moment-là n'ont plus besoin d'avoir d'attachement avec le matériel, et plus elles restent attachées au matériel, moins elles peuvent partir, en fin de compte, quoi. Mhm. Le but, c'est de les aider à s'élever et à partir. Alors comment tu t'y prends? Alors, Déjà pour la capter, cette entité, qu'est-ce que tu fais? Tu te balades à travers les pièces, il y a tu plusieurs. n'as pas t'as pas Non, l'aspirateur de non. Ghostbuster? Je suppose que tu l'as pas. En fait, si tu sais, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que il y a deux catégories de chasseurs de fantômes. Il y a les chasseurs de fantômes comme moi qui vont utiliser leur médiumnité, puisque c'est notre atout et c'est notre façon de travailler. Donc moi, effectivement, je vais me balader à travers les pièces, je vais capter, je vais ressentir, je vais interroger, voir ce qui se passe, je vais scanner, en fin de compte, l'endroit et le lieu. À côté de ça, tu as des chasseurs de fantômes, comme on voit, qui utilisent des appareils pour mesurer les tensions électriques, ou soit des pistolets à visée laser, qui sont des pistolets qui mesurent la température, parce qu'on sait, par définition, que quand il y a des chutes de Ouais. température, on le voit souvent dans des Oui. films d'ailleurs, quand on voit des entités qui apparaissent, les personnes, Ouah, ouh. elles ont froid, on voit on leur voit de la fumée qui sort de la bouche, d'un seul coup, la température a chuté. Et en fin de compte, c'est pas du tout pour se moquer ni pour faire un effet. C'est vraiment ce qui se passe dans la réalité quand on est en contact avec un fantôme. Parce qu'en fin de compte, le fantôme, lui, va aspirer toute ton énergie. Et généralement, tu as des gens qui peuvent aussi tomber dans les pommes. Moi, ça Ah m'est bon? arrivé. La première chasse aux fantômes que j'ai faite, je suis tombé carrément dans les pommes. Parce qu'en fin de compte, j'étais vidé parce que je m'étais pas préparé, j'étais trop jeune et j'avais pas mis et installé les protections autour de moi. Donc, entre guillemets, je me suis fait un peu Ah ouais. vampiriser mon énergie. Mais justement, au niveau des Donc, protections, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as comme protection? alors, les protections par rapport à ça, c'est tout ce qui est en rapport avec le spirituel. Donc, ça va être des croyances d'une religion ou d'une autre, quelle que soit la religion. On va prier, on va se protéger par les prières. On peut porter un chapelet. Moi, très souvent, quand je suis confession catholique, donc voilà, donc je porte un chapelet quand je vais faire des chasses aux fantômes. Après, tu peux avoir une Bible à la main. Tu peux aussi visualiser un globe qui est un globe qui va te permettre de t'isoler dans quelque chose qui est une protection qui empêche l'énergie de passer à travers. En fin de compte, tu as plusieurs possibilités de faire ce genre de choses, mais c'est toujours une protection personnelle, en fin Hmm. de compte, qui est présente par rapport à Ah oui. ça. J'ai Voilà. vu dans ton livre Réveiller vos facultés psychiques et énergétiques, il y a une grosse Oui, importance de la prière. tout à fait. Parce que moi, j'ai toujours été habitué à travailler avec la prière depuis que je fais ce métier. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un complément de ce qu'on peut faire. Il faut pas oublier que moi, quand j'ai commencé à avoir des flashs, je me suis mis tout de suite à faire aussi du magnétisme. Donc, j'ai été initié très vite et très jeune au magnétisme. Et les magnétiseurs que je côtoyais, avec lesquels j'ai été formé, travaillaient aussi avec la prière Mhm. comme un complément pour pouvoir consolider certaines choses par rapport à tout ça.
Donc, en plus, moi, je suis quelqu'un qui a un regard quand même assez fort vis-à-vis de la spiritualité et de la religion. Donc, pour moi, c'est important que tout ça, ça fasse un. Et que, effectivement, dans ce livre, on va tout de suite travailler sur des prières et s'aider à travers la prière. Mais j'explique bien, même si dans le livre, c'est beaucoup de prières catholiques, quelle que soit sa religion, on peut utiliser les prières qui nous sont données dans les religions et les adapter à chaque fonction et à chaque chose que l'on doit faire. D'accord. Donc, alors toi, quand tu es dans ces pièces et que tu les ressens, tu les vois, tu peux voir directement un défunt ou un fantôme. Alors moi, je vais commencer par ressentir déjà. Toujours sentir une atmosphère. Et là, c'est pareil, dans certaines émissions, je me suis fait souvent cueillir aussi par mon émotionnel et par le... En fin de compte, j'ai du mal avec la souffrance. Et dès que que je ressens quelqu'un en souffrance, ça me Hmm. touche tellement que voilà, j'ai souvent les larmes aux Ah oui. yeux et que j'ai du mal à gérer Ah, cette c'est fort alors, souffrance, c'est quoi. très fort. Ah oui, c'est très très fort, c'est très très fort. On a eu une séquence comme ça dans une émission avec Christophe de Chavannes Avec la petite fille, qui c'est s'appelait ça? La soirée de Ouais. l'étrange avec Ouais. Ah, oh Evangélie. là, Et ça bon, m'a fait alors rire c'est ça, vrai j'avoue. qu'elle en fait beaucoup aussi. Euh, Moi, par contre, j'étais complètement dépassé, débordé par les émotions de ce qui se passait dans Ah, la pièce dans laquelle j'étais rentré. Donc, c'est vrai qu'après, on m'a dit, mais en fin de compte, quand tu es hypersensible et que tu te donnes et que tu y vas complètement et que tu fais pas semblant, tu te fais cueillir. Il y a pas, il y a, voilà. Et moi, j'ai cette problématique, c'est que où j'y vais, où j'y vais pas, ouais. quoi. Donc, si je me livre à un exercice et que je me donne à fond dedans, eh ben, voilà, c'est ce qui peut arriver. Alors, effectivement, par rapport à ça, il y a des façons de gérer un petit peu plus, mais tu es toujours quand même dans cette sensibilité qui fait que voilà, tu peux te faire cueillir à un moment ou à Hmm. un autre. Donc ouais, tu ressens, et une fois que tu l'as ressenti, tu vas essayer de le visualiser. Alors, une fois que j'ai ressenti, moi, je vais essayer de rentrer en contact. D'accord. Donc, Tu vas utiliser ta clairaudience, quoi. voilà. La clairaudience et la clairvoyance vont venir et en fin de compte, on va essayer de capter, ressentir et de mettre les choses un peu en exergue par rapport à ça. Moi, il y a des moyens de communication aussi qu'on utilise beaucoup, qui sont le Ouija ou qui sont, par exemple, la technique du verre avec les lettres de l'alphabet. Ça, c'est un moyen aussi, quand on n'arrive pas à rentrer directement en contact avec l'entité ou avec le fantôme, à partir de ce moment-là, on utilise des supports, comme quand tu fais de la Mhm. voyance, tu fais autre chose, tu as des supports de voyance. Là, c'est des supports de contact avec les entités. Euh, Ce qui est assez surprenant aussi, c'est que tu peux instaurer un dialogue avec Mhm. eux. Et quand tu instaures ce dialogue, c'est très surprenant parce que tu es au milieu d'une pièce et on est en train de parler comme on parle là tous les deux, si tu veux. Parce que tu t'adresses à un fantôme exactement de la même façon que tu t'adresses à un être vivant, quoi, si tu veux. Donc, il faut être préparé parce qu'on peut se dire, celui-là, il est pas bien, il est un peu à côté de la plaque ou il est un peu perché. Mais en fin de compte, tu n'as pas d'autre moyen parce que euh, tu t'adresses à lui, voilà, tout simplement, comme tu t'adresses à quelqu'un Ils, d'autre. Et c'est tout bête et ils c'est sont tout simple. surpris, Après, t'as des réponses ou ils sont pas? surpris des fois de voir Alors, quelqu'un, de généralement, pouvoir discuter enfin avec quelqu'un. non, parce que généralement, ils ont envoyé des signaux, comme je te le Ah disais ouais. avant, et ils ont capté qu'il y avait déjà quelqu'un qui était là et qui était susceptible de rentrer en contact avec eux. Et en fin de compte, ça change la donne, si tu veux, parce qu'à partir de ce moment-là, ils sont déjà dans une configuration qui fait que ils savent que la personne qui est en face est quelqu'un qui va pouvoir leur répondre. Et c'est ce qui explique aussi des fois on me dit, mais il y a des gens qui passent dans des maisons, qui déménagent une fois, deux fois, trois fois, il ne s'est rien passé pendant des décennies, et puis on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, paf, il y a des phénomènes paranormaux Mhm. qui se présentent. Mais en fin de compte, c'est tout bête, c'est tout simplement parce que les gens qui étaient avant dans cette habitation n'avaient pas cette capacité et cette sensibilité à rentrer en contact avec des entités. Et au moment où il y a une personne en particulier qui rentre avec cette capacité et cette sensibilité, Ouais. là, du coup, il y a des manifestations.
Tu Ah comprends ouais, ce que je veux dire? complètement. Et est-ce qu'ils sont Voilà. toujours conciliants? Parce que quand même tu viens leur Euh, apporter de l'aide. Ou alors est-ce que des fois il faut négocier un petit peu pour les faire aller dans la lumière? oui, et bah oui, des fois, il faut négocier. Il faut négocier parce que ils sont tellement attachés ou rattachés à quelque chose et qu'ils ont cette conviction qu'il faut qu'ils restent pour aider la personne pour laquelle ils avaient des sentiments, par exemple. Mm. Du coup, et là, il y a une négociation qui s'installe en leur expliquant qu'effectivement, la meilleure des solutions, c'est de s'élever vers des plans spirituels et que ça n'empêche pas qu'elle peut continuer à les aider après. Mhm. Est-ce que des fois ça peut être, entre guillemets, violent avec quelqu'un qui ne veut vraiment pas partir, faire, je sais pas moi, briser des vitres, faire bouger des objets, valser des objets, enfin, etc. Alors moi, j'ai jamais été confronté à ça parce que j'y vais dans la bienveillance, si tu veux, et je vais pas dans le conflit. C'est toujours la façon dont tu agis qui va créer aussi une réaction en face. À partir du moment où je me rends compte que l'entité ne veut pas partir, ou même il m'est arrivé aussi d'aller chez des gens qui me disent, voilà, nous on ressent une entité, c'est certain, on sait qu'elle est là. Par contre, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi, et on voudrait savoir, connaître son historique et savoir ce qu'elle fait là. Mais on n'a pas envie qu'elle s'en aille. Mm. Et en Écosse, ça se fait Ah bah oui. beaucoup. Et en Angleterre aussi. Il y a beaucoup de châteaux hantés ou de maisons hantées. Et très souvent, les Anglais et les Écossais ont pour coutume de dire, moi, je prends le thé avec les entités, mais j'ai pas du tout envie qu'elles partent. Et il y a même certains Écossais qui achètent des maisons que si elles sont hantées. Tu vois, ça va même encore plus loin. On n'en est pas là en France, hein. C'est pas encore le cas. Mais c'est marrant, quoi, parce que la culture est Ah oui. complètement différente et la façon de voir les choses est totalement différente. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont absolument pas peur des entités et des fantômes, alors qu'en France, nous, on est terrorisés la plupart du temps. Et quand les gens viennent vers moi, c'est parce qu'ils ont peur Ouais. qu'il leur arrive quelque chose, que l'entité leur fasse du mal à eux ou à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Alors que c'est pas du tout le cas. Quand il se passe des phénomènes un petit peu plus violents où tu peux avoir des ampoules qui Ouais. claquent, par exemple, où tu peux avoir, je sais pas, effectivement une fenêtre qui va claquer et se briser, là c'est parce que l'entité elle en a marre d'envoyer des signaux et qu'on ne lui répond D'accord. pas. Voilà. C'est pour dire, il faut finir par me répondre. J'en ai un peu marre d'envoyer des signaux, il faut finir par me répondre. Donc voilà, Et en fin de oui, compte, vas-y, continue, c'est excuse-moi. ça. Voilà, c'est ça, tout Et est-ce que tu as simplement. déjà donné la permission à des entités de rester dans un appartement? Alors, sous condition, bien sûr, voilà, faut qu'elles arrêtent de faire bouger des meubles, etc., quoi. Oui, en fin de compte, moi, je ne fais pas grand-chose pour leur demander et pour leur dire il faut faire comme ça, il faut que ce soit comme ça et je vous impose ça ou pas. Ça, je ne fais pas ce genre de choses. Mais par contre, je leur dis effectivement, maintenant qu'on a établi un contact, c'est pas la peine de continuer parce que ça, eux, ils se rendent pas compte qu'ils font peur, si tu veux, quand ils créent des Mm. phénomènes Mhm. paranormaux. Donc, en leur expliquant que ça fait peur aux autres et qu'il faut arrêter ce genre de choses, effectivement, la plupart du temps, ça se calme. Dès qu'il y a un dialogue qui est installé et qu'on explique ça, généralement, ça rentre dans l'ordre. Mais après, si tu veux, voilà, moi, je bagarre pas avec l'entité. Si elle veut pas partir et si elle veut rester, elle reste. Tu expliques simplement que c'est mieux pour elle de partir et d'aller sur un plan Mhm. spirituel. Est-ce que ce sont toujours des entités humaines? Moi, j'ai toujours été confronté à des entités humaines. D'accord. Principalement. Alors, par contre, il m'est arrivé à certains moments, quand j'étais chez les gens en visite ou parce que j'allais voir s'il y avait effectivement une entité quelque part. Une fois, ça m'est arrivé, on s'attable, enfin, on se met sur une table de salon en face de la cheminée, et à un moment, je vois quelque chose qui passe à toute vitesse et je sens un chat. Et je dis à la personne, mais il y a un chat ici. Il me dit, non, il est décédé il y a 2 mois. Ah, Mais effectivement, il y avait un chat. ah bah voilà. Et donc, je l'ai senti et je l'ai vu passer devant la cheminée, et comme s'il était là, en fin de compte, mais il n'était plus là.
Et la personne me dit effectivement, on avait un très beau chat et qui était habitué à la maison et il adorait se mettre devant la cheminée pour être au chaud, etc. et tout. Mais par contre, il est parti il y a 2 mois. Et donc, ça m'est arrivé de capter effectivement des animaux à certains moments aussi. Mais on est plus souvent lié directement à des entités voilà, humaines, entre Et est-ce que guillemets. tu arrives à avoir l'histoire de ces personnes qui sont, enfin, ces squatteurs, quoi? Alors, s'ils veulent bien Tu l'expliquer, leur oui. demandes quand même? Euh, Oui, on leur pose, oui, moi je pose la question et bah déjà ça permet aussi aux personnes qui m'appellent et qui me demandent de rentrer en contact avec l'entité, d'avoir l'historique Ouais. de tout ça pour savoir si effectivement il y a quelque chose d'important ou pas qui s'est passé ou de grave ou s'il y a quelque chose à réconcilier ou à travailler. Je vais reparler un petit peu du film Ghost, mais on voit bien que lui, il explique qu'il faut qu'elle fasse attention parce que il y a une personne qui a été voilà qui peut aussi lui faire du mal et qui l'a assassiné et qu'il faut retrouver son assassin. Souvent ça arrive. Alors Arthur avait essayé de monter une émission il y a quelques années, un petit peu comme ça, où il voulait emmener des médiums sur des scènes de crime. Ouais. C'était pas lui, c'est un programme qui existe aux États-Unis et lui il voulait racheter le programme pour le faire en France et ça s'est jamais Hmm. fait parce qu'il y avait des questions de déontologie, de justice et tout Ouais. ça où on pouvait pas se permettre de dire un médium pouvait pas se permettre de dire ah bah c'est lui l'assassin. Ouais. Je l'ai vu, l'entité m'a dit que c'était lui qui l'avait tué, etc. Enfin, tu vois un petit Ouais, peu la complètement. complexité. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, j'ai travaillé plusieurs fois avec la gendarmerie sur des problèmes, non pas d'entité, mais de vol, d'escroquerie, de choses comme ça. Oh, Et à chaque fois, on m'a précisé, on n'utilisera pas voilà. ce que vous allez nous dire parce que on peut pas arriver dans un tribunal et dire on a consulté Jean Didier nous a dit que c'était lui qui avait commis les vols parce que ça tient pas deux Hmm. minutes C'est pas officiel, je devant. suppose. Ah non, non, non. Donc, par contre, ça les aide à savoir s'ils sont sur la bonne piste et s'ils sont dans la bonne direction. Hmm. Et si on a le temps, je vais te raconter une Ah petite oui, complètement. anecdote Je suis friand. par rapport à ça. Moi, j'ai été contacté par une société qui avait un hangar dans lequel, un peu comme maintenant Amazon, entre guillemets, qui stocke beaucoup de choses, quoi, et beaucoup de cadeaux, d'objets, etc. Et en fin de compte, il y avait des colis qui disparaissaient régulièrement. Et un jour, les gendarmes m'appellent en me disant, voilà, il y a une dizaine d'employés dans cette société et il y a un employé en particulier qui doit détourner des colis. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner une piste pour nous dire qui est concerné? Tout en sachant qu'on a déjà mis quelqu'un en garde à vue. Hmm. Donc, c'était un peu un challenge, encore une fois, pour moi, quoi. Et donc, je leur dis, moi, je veux bien, mais il me faut la Hmm. photo des 10 personnes. Donc, avec les 10 personnes, je vais faire mon enquête, ma recherche. Donc, je suis rentré dans un bureau, ils m'ont donné les 10 photos, j'ai commencé à regarder. Et ce qui était bizarre, c'est que je tombais systématiquement toujours sur 2 photos et non pas une seule. Hmm. Alors, au départ, je me suis dit, est-ce que j'arrive pas à définir entre une et l'autre? Et du coup, je ne sais pas laquelle choisir. Et après, en travaillant sur mon intuition et sur ma clairvoyance, on m'a dit non, c'est pas une personne, c'est 2 personnes qui sont impliquées. Donc, il y a 2 personnes, il y a un complice, en Ouais. fin de compte. C'est pas une personne, c'est une personne plus un complice. Et donc, au bout d'une heure, les gendarmes sont revenus me voir en me disant, alors, vous avez avancé, vous en êtes où? J'ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai une problématique, c'est que pour moi, il n'y a pas une personne, il y en a 2. Et je sors les 2 photos et je monte les 2 photos. Et là, le chef des gendarmes me dit, bah, écoutez, on ne voulait pas vous le dire parce qu'on ne voulait pas vous mettre Mhm. sur la piste, mais en fait, effectivement, on a des soupçons sur 2 personnes et c'est les 2 personnes que vous nous avez montrées. Et il n'y a pas une personne, il y en a bien 2. Bravo. Donc, tu vois, c'était marrant. Et toi qui aimes bien l'histoire, les lieux historiques, qui les ressent, est-ce que ça t'est arrivé de, je sais pas moi, d'aller par exemple à Rennes-le-Château, d'aller, je sais pas, si tu es catholique, pourquoi pas à Israël, en Palestine, Jérusalem, est-ce que tu as eu cette curiosité un petit peu de...
D'essayer d'aller voir Non, vraiment ce qui s'est passé? non, parce que je m'intéresse effectivement à l'histoire, mais plus aux individus en fin de compte et aux histoires des D'accord. individus liés à l'histoire. Maintenant, effectivement, ça pourrait être intéressant justement sur une émission ou un reportage. Il y a des médiums qui ont fait ce genre de choses, où on les a envoyés dans des endroits historiques en leur demandant s'ils avaient plus d'informations que ce que l'on connaissait sur ce lieu. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à faire. Mais moi, pour ma part, aujourd'hui, j'ai travaillé plus effectivement sur ce genre de choses, et qui est la chasse aux fantômes en Mhm. particulier. Alors après, c'est aussi un espèce de piège, entre guillemets, parce que tu sais comment ça se passe avec les médias, c'est-à-dire que si tu passes dans une émission et que tu réussis ton coup, tu as 10 journalistes derrière qui t'appellent en te disant, alors vous avez fait ça sur TF1, est-ce que vous voulez venir le faire sur la 6 pour une autre émission? Et pour faire aussi une chasse aux fantômes ou un Ouais, contact avec toujours un des peu pareil. entités. Voilà, et en fin de compte, c'est comme ça que ça s'enclenche. Et c'est comme ça que pour moi, en tout cas, ma carrière, moi, s'est enclenchée et que ça s'est mis en place. Je crois que quand tu arrives à expliquer les choses correctement et que tu rentres en contact, ça m'est arrivé plusieurs fois, on l'a fait sur des émissions de télévision, où on avait le contact direct avec l'entité et on vérifiait sur place. Par exemple, Olivier, avec qui on avait fait une séance de spiritisme, on était en contact avec son papa, et son papa, par le système du verre, nous répondait à des choses que lui Ah, seul connaissait et avait la réponse. Donc, on ne pouvait pas se mm, tromper, si tu veux, par rapport à ça. complètement. Donc ça, voilà, ça c'est intéressant parce que effectivement, on a quelqu'un tout de suite qui cautionne, parce que tu sais, faut pas se leurrer, les entités, quand tu rentres en contact avec elles par le spiritisme, il y a beaucoup de dangers. Donc je mets toujours les gens, je leur demande de faire attention par rapport à ça, parce que effectivement, tu peux tomber sur des entités qui sont négatives ou du bas Mm, astral, par exemple. Ou tu sais, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu peux rencontrer des gens qui ont l'air bien et qui vont te raconter des ouais. bobards, ou qui vont te raconter n'importe quoi, ou qui sont mythomanes, ou qui vont faire passer par quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que je dis que quand on fait des séances de spiritisme, il faut toujours les faire avec un médium qui sait, lui, quoi Mm, faire quand il est déjà en contact avec des entités négatives, parce que ça mhm. existe, il y en a quand même, surtout dans le bas astral, pour ne pas rentrer en contact avec ces entités-là et vérifier les sources et les informations. Euh, Généralement, moi, je vois toujours, à une époque, je voyais arriver à mon cabinet des petits jeunes qui avaient fait des séances de spiritisme avec le Ouais. verre, après, comme on dit, une bonne bouffe, et après avoir bien picolé. Ouais. Et après, ils étaient étonnés que chez eux, tous les jours, il y avait des phénomènes paranormaux, des bruits, des lumières qui claquaient, la radio qui se mettait en route toute seule, qui s'éteignait toute seule, etc. Et ils venaient chez moi, ils étaient complètement paniqués. Parce qu'en fin de compte, ils faisaient ça pour déconner, comme si c'était un jeu, Ouais. sans se rendre compte des risques qu'il y avait derrière, quoi. D'accord. Et chez toi, dans ta demeure personnelle, est-ce qu'il y a des fantômes? Est-ce que tu vis avec? Non. Non, parce que moi, je suis dans une maison qui est récente. Je connais l'historique de cette maison parce qu'elle a 15 ans, et j'ai acheté cette maison il n'y a pas très longtemps, et il n'y a eu qu'un propriétaire dedans et il ne s'est jamais rien passé de particulier dans cette maison. Donc c'est une maison récente. Alors par contre, il faut faire quand même attention à une chose, c'est que je ne sais pas si tu te rappelles, décidément on parle beaucoup Mhm. d'émissions, mais il y avait une émission qui s'appelait Mystère dans les Oui, années 90. bien sûr. Et dans cette émission, avec Alexandre Balou, il y avait une histoire d'une maison qui était récente et qui était hantée. Et en fin de compte, il s'était rendu compte que c'était en Bretagne, et il y avait des parements, et si tu veux, du granit, hein, comme on fait beaucoup en Bretagne, autour des portes des habitations et des fenêtres. Et en fin de compte, toutes ces pierres-là venaient d'une ancienne Ah ouais, d'accord. maison très très vieille qui était hantée. Et en fin de compte, Les ant- là on parle de la Ouais. mémoire des murs, la mémoire des pierres. Ils avaient amené avec eux une partie de cette historique de cette maison sur cette maison récente. Donc c'est pour ça qu'il faut faire Ouais. attention aussi. Et puis après le sol, c'est pareil, il peut se passer aussi plein de choses par rapport au sol. Moi j'ai eu le cas de quelqu'un qui est venu me voir.
et qui voulait acheter un commerce. Et puis, la personne me dit, le commerce, il vient juste d'être installé, il vient juste d'être construit. Donc là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de problème. Et je lui dis, si, il y a un problème, il y a des entités dedans. Il me dit, bah, c'est absolument impossible. Ça vient d'être construit par la mairie, c'est la mairie qui vend, ils ont tout rasé et ils ont construit dessus. Je dis, ben oui, justement, mais qu'est-ce qu'ils ont rasé? Qu'est-ce qu'il y avait Mhm. avant? Et moi, pour moi, il y a deux personnes qui ont trouvé la mort sur ce terrain-là, Ah ouais. dans cette maison, avant la vôtre. Donc, renseignez-vous. Et la personne dit, bah, c'est un peu gênant, je ne vais pas aller à la mairie en disant, dites donc, coucou, dites-moi, la maison que vous voulez me vendre là avant, il n'y a pas quelqu'un qui est mort dedans? Et elle a pris son courage à deux mains, elle est allée voir la municipalité, elle a discuté avec les gens, et en fin de compte, ils ont appris qu'effectivement, s'ils avaient rasé, c'est parce qu'une maison avait brûlé et qu'il y avait un poêle, il y avait un problème avec un poêle qui avait pris feu, et la maison avait pris feu, et le petit couple de personnes âgées était décédé dans l'incendie. D'accord. Donc, ils avaient rasé cet endroit pour reconstruire dessus. Comme Mhm. quoi, voilà, la question est pas mal du Mhm. tout parce que effectivement, il faut faire attention à ce qui s'est passé avant aussi. D'accord. Et toi, dans ta vie de tous les jours, tu suis une hygiène particulière pour pouvoir. Tu en parles un petit peu aussi dans ton livre, hein, voilà, parce que il faut vraiment. Est-ce qu'il faut que tu sois vraiment en forme? Tu fumes pas, tu bois pas, t'es- Non, je fume pas du tout. Alors, je bois un petit peu un verre de vin de temps en temps parce que j'aime bien le bon vin, mais voilà, je bois pas d'alcool à part ça, pas d'alcool fort, tu enfin pas sens que ça peut de. nuire à tes ressentis? Oui, bah oui, parce que après tu perds un peu conscience de tes facultés, de ce que tu fais, donc c'est pas très bon. Par contre, ce qui est important, c'est de dormir beaucoup, parce que la seule Hmm. façon de bien se ressourcer, c'est de dormir. D'ailleurs, au début, dans ma carrière, ça me faisait très peur, parce que souvent, quand je consultais, après, je dormais pendant 2 ou 3 heures, et je faisais des nuits de 9 heures, 10 heures d'affilée, et je me disais, j'ai un problème, ça va pas, quoi. Et en fin de compte, j'ai lu beaucoup de livres de médiums qui expliquaient tous que ils dormaient beaucoup Mais et que d'accord. c'était très fréquent chez les médiums parce qu'en fin de compte, on puise beaucoup dans notre propre énergie, Hmm. si tu veux. Et ben voilà, on est comme tout le monde. Donc, mais après, on te dit, alors, faut marcher, faut aller au bord de l'eau, faut nager, faut. Chacun doit trouver ce qui lui correspond le mieux, mais déjà à la base, c'est une hygiène de vie et puis dormir beaucoup. Voilà, se reposer, dormir Tu, beaucoup. Faut pas avoir peur de dire je suis fatigué, je vais ouais. dormir. Tu fais pas de Voilà. méditation? Alors je fais un petit peu de méditation. Moi, j'ai fait du Tai Chi Chuan Ah oui, pendant quand pas même. mal de temps. Ça, c'est pas mal aussi, ou le Qigong, parce que ça, c'est un travail aussi sur les énergies. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, c'est pareil, tu vois, tu peux pas dire à quelqu'un, il faut faire Hmm. ça absolument, il faut que ça soit comme ça, parce que, en fin de compte, pour chaque personne, il faut trouver ce qui est le plus adapté à la personne, quoi. Donc après, je donne des lignes, effectivement, dans mon livre où j'explique ce qui est bien de faire, comment développer, comment gérer. Je pense que ça t'a pas échappé que je parlais beaucoup de Mhm, bien l'émotionnel. sûr. De la gestion de l'émotionnel, comment travailler son émotionnel, etc. Parce que ça aussi, c'est extrêmement important, mais pas seulement pour les médiums, pour les gens de la vie de tous les jours et dans tout ce qu'on fait. Parce qu'en fin de compte, on est tous confrontés à ça et on a un émotionnel qui est très souvent déstabilisé. Moi, pendant des années, j'ai vu des gens arriver à mon cabinet en consultation qui étaient complètement déstabilisés sur le plan émotionnel. Pourquoi? Parce que ça fait pas partie des choses que tu apprends à l'école et ça fait pas partie des choses qu'on te transmet non plus par tes parents ou tes grands-parents ou autres, à part des gens qui sont un peu dans le métier qui vont t'expliquer ça. Moi, j'explique ça à mes amis, j'explique ça à mes enfants, donc ils sont un peu là-dedans. Mais autrement, si t'as pas quelqu'un qui est dans cette partie-là, euh, tu vas pas me dire qu'à l'école, on t'apprend à gérer ton émotionnel et Mais qu'on apprend à tu l'apprends avec, gérer les avec l'école de situations. la vie, en fait. Hmm. Voilà, tu as tout à fait raison. C'est l'école de la vie qui fait que tu apprends ces choses-là. Donc ça, j'en parle beaucoup dans mon livre parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, que c'est quelque chose d'important, que c'est intéressant de développer ses capacités aussi.
Tu sais, souvent quand on dit aux gens développez votre intuition ou développez vos capacités, ils ont l'impression qu'on va leur dire vous allez vous installer, vous allez monter un cabinet, vous allez consulter. Non, c'est pas spécialement pour ça. C'est pour son bien-être personnel. Tu sais, depuis quelques années, on parle beaucoup de développement Oui, personnel complètement. et on est en plein dedans. Donc, le développement personnel, c'est apprendre à gérer ça. Et d'ailleurs, si on avait pris ça déjà depuis quelques années en avant, il y a beaucoup de gens qui géreraient mieux la crise actuelle et le coronavirus parce que ça fait beaucoup de dégâts. Sur le plan justement émotionnel, il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer. Des gens qui n'arrivent pas à gérer le masque, qui n'arrivent pas à gérer le confinement, qui n'arrivent pas à gérer tout ce qui est en train de se faire dans les modifications de la société actuelle. Et en fin de compte, quand tu as appris déjà à gérer ton émotionnel, bah, tu peux gérer un peu mieux. Je ne dis pas que c'est la panacée et que tu vas te sortir de toutes les situations, mais en tout cas, tu as des Oui. armes pour toi et avec toi qui te permettent de gérer ça. Dans ton livre, c'est un protocole de 3 mois, je crois. C'est ça. Oui, c'est Et ça. est-ce que tu as suivi à la lettre ce protocole que tu proposes? Bah, tu sais, en fin de compte, c'est quand on me demande combien de temps j'ai mis pour écrire ce livre, je dis 30 ans. Parce qu'en fin de compte, c'est toute mon expérience de tout ce que j'ai pu apprendre et faire, maîtriser, tester, Mhm. essayer. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que ce protocole, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce qu'en fin de compte, dans un mois, tu apprends certaines choses, le mois d'après, tu apprends d'autres choses, et le troisième mois aussi. Donc, ça va aussi avec une espèce de progression dans tout ce que tu fais par rapport à ce programme. Ce qui est intéressant, je pense que ça t'a pas échappé non plus, c'est que je demande aux gens Mhm. de être leur Oui, propre oui, bah oui. coach, de ne pas se référer à quelqu'un et de dire je vais travailler avec un coach ou je vais Mhm. travailler avec quelqu'un qui va m'initier ça. On est son propre coach et on s'auto-évalue aussi, ce qui est Et c'est très intéressant. ludique. Oui, et c'est très Mhm. facile. En fin Ouais. de compte, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de suivre. Moi, je guide les gens dans ce qu'ils ont à faire. Il y a beaucoup de schémas, de dessins, il y a beaucoup d'explications, de choses très précises. Il n'y en a pas 50 000 parce que ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. Il faut simplement viser là où il faut, quand il faut et au bon moment. Et à partir du moment où on sait faire ce genre de choses, effectivement, ça fonctionne Mhm. bien. Jean-Didier, est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, merci Christelle pour toutes ces nombreuses questions. Ah, il y en a 26. Donc, bah, tu as tout ton temps? Allez, c'est parti. On commence par... Je regarde si c'est pas les questions d'hier aussi, faut pas que je me trompe. Parce que si je commence à te parler de galactique, je pense pas que tu puisses me répondre. Oui, c'est pas le même sujet. Alors, c'est Chris. Euh, allez-vous nettoyer les maisons? On en a parlé, Ouais. effectivement, oui, ça va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi j'appelle ça une purification. Donc, moi je le fais, mais maintenant c'est pareil, je donne des techniques, j'explique aux gens comment le faire par eux-mêmes, parce qu'en fin de compte, on a tous la capacité et la possibilité aussi de le faire. Donc ça, c'est pas très compliqué. Maintenant, on a beaucoup de choses qui sont mises à notre disposition. On a beaucoup parlé de la sauge Ouais. blanche depuis quelque temps, mais en fin de compte, on s'était rendu compte que la sauge et les bâtons de sauge sont très efficaces. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce qu'on est passé dans sa maison, dans toutes les pièces avec un bâton de sauge que tout est C'est ce réglé, que je hein. fais, Ça, moi. c'est voilà, il faut le faire régulièrement. Hum, hum. Déjà, quand on commence à le faire, il faut le faire. Moi, je dis toujours qu'il faut le faire pendant 3 semaines. D'accord. Et c'est un peu comme un espèce de protocole qu'il faut faire aussi. C'est-à-dire qu'on le fait. Par exemple, si on démarre un lundi, on va le faire les autres lundis qui suivent. Donc Mhm. pendant 3 lundis de suite, on va le faire. Si on démarre un mardi, c'est les 3 mardis, etc. Enfin, bon, Ok. voilà, ça, c'est pas compliqué. L'heure est importante aussi. Si on le fait, par exemple, à 17 heures, il faut le faire à 17 heures à chaque fois. Et ce qui est important aussi, tu l'as bien compris, je l'explique dans mon livre, la Hum. prière, c'est un plus. Donc, il faut aussi prier. Alors là, quand on me dit, mais quelle prière faut utiliser? En fin de compte, chacun ou chaque personne a des demandes particulières.
Donc, ce qui est bien, et moi, ce que je recommande, c'est de prendre un papier, un crayon, et d'écrire ce que l'on veut. Et de réciter ça à chaque fois que l'on fait la fumigation dans les pièces. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce que, voilà, en fin de compte, c'est quelque chose qui vient du cœur. Et ça, c'est important. Il faut pouvoir le faire parce que on met aussi un impact de quelque chose de personnel dedans. Ok. Après, on peut utiliser des prières. On trouve aussi, par exemple, il y a les psaumes de David, ou dans les psaumes de David, d'ailleurs, Hein. j'en utilise quelques-uns. J'ai un prochain livre qui va sortir où j'utilise beaucoup les psaumes de David. Dans les psaumes de David, il y a des psaumes qui sont réservés à la purification des maisons. Ok, ok, ok. On continue avec Laurence. Ne pensez-vous, ne pensez-vous pas que les éléments négatifs que vous avez captés est une sorte de mise en garde? Alors, là, il faudra développer un Oui, peu plus. oui, oui. Mais, Alors, je suppose euh, que, je pense qu'elle parle, à mon avis, hein, elle parle peut-être du couteau. Le couteau, toi, tu l'as pris comme quoi la personne s'était fait tuer par un couteau. Est-ce que c'était pas oui. plutôt une mise en garde? Après, ça dépend de l'interprétation de chacun. Tu sais, c'est comme en voyance. Des fois, moi, j'ai pratiqué la voyance pendant longtemps. J'ai des gens qui me disent, vous me dites la même chose, mais pas avec les Eh mêmes oui. mots, ou vous l'interprétez pas de la même la façon, mais l'aboutissement est le même. Et en fin de compte, c'est un peu ça quelque part. C'est-à-dire que il y a des différences et il y a effectivement peut-être aussi à certains moments des mises en garde. Mais quand on est dans des mises en garde, on est plus dans de la voyance, Hmm. c'est-à-dire dans des choses qui peuvent se projeter et arriver plus tard. Là, on est dans du passé, dans des choses qui se sont passées avant, et on n'est pas dans le même espace-temps. D'accord, ok. Les mises en garde, c'est plutôt pour ce qui va arriver, c'est pas pour ce qui s'est Hmm. passé. Non, c'est pas une Et menace. comme avec les entités, non, c'est pas une menace. Les entités nous racontent leur passé, elles ne parlent pas de l'avenir. D'accord, ok. On continue avec Régine. Comment aider à développer sa clairaudience, s'il vous plaît? Je l'ai vécu une fois et adorerais avoir d'autres messages. Eh bien, faut acheter mon livre. Non, je blague, mais en fin de compte, c'est un livre qui a été fait pour ça, parce que c'est développer ses perceptions, voilà, à tout niveau, si tu veux, et ses énergies et tout le reste. C'est un programme qui explique très bien comment travailler tout ça. En fin de compte, tu sais, ça se travaille, ça se développe. Simplement, il faut avoir des bases pour pouvoir travailler et développer tout ça. Ok. Encore. Je vais pas, Oui. je vais pas dire et expliquer tout ce qu'il y a dans le livre, mais en fin de compte, on a bien compris que c'était un programme et que dans ce programme, on montait en vibration, comme c'est indiqué, et on travaille, on a développé ses capacités. Ok. On continue avec Sophie. Vous arrive-t-il de ramener des fantômes chez vous après une enquête? Sophie, Non, et t'aimes bien? heureusement. Non, non. Généralement, les fantômes, on les ramène pas avec soi. Ils restent, ils sont trop attachés, comme je le disais aussi tout à l'heure, ils sont trop attachés aux endroits et aux lieux en particulier, et ils restent dans ces endroits et dans ces lieux. S'ils partent, c'est simplement pour monter sur des plans Ouais. spirituels, donc ils vont monter, mais ils vont pas partir. Alors, euh, il y a des fragments, mais c'est pas le fantôme en entier qui va partir. Quand j'expliquais tout à l'heure que les pierres d'une maison qu'on avait déplacées pour aller à un autre endroit, là, c'est pas le fantôme, c'est la Hmm. mémoire de ce qu'a imprégné le fantôme qui est dans ces pierres et qui va partir un petit peu à côté. Mais c'est pas le fantôme en lui-même qui se déplace ou qui s'en va. Quand je vais dans un lieu, dans un endroit, heureusement d'ailleurs, hein, je ne les ramène pas avec moi à la maison. Ok. Florence, êtes-vous allée au château de Fougeray? Alors, Véronique, je la connais très très bien, Véronique qui est la patronne, on va dire, du château de Fougeray. Ce qui est très marrant, c'est que ça fait longtemps que je dois aller au château de Fougeray, et à chaque fois que je dois aller au château de Fougeray, patatrac, j'ai un tournage, j'ai une émission, j'ai C'est que c'est autre pas le moment. chose, et voilà, et on n'arrive pas à caler une date. Et il y a à peu près un an et demi, Véronique m'appelle et elle me dit M6 prépare une nouvelle émission où ils vont envoyer des couples dans un château et ils vont voir comment ils vivent ça
et passer une nuit dans le château de Fougeray, et ils vont les filmer. En fin de compte, il va y avoir des caméras qui vont être installées un peu partout. Ils vont être filmés 24 sur 24. Mais on a besoin d'un médium et je voudrais que ce soit toi qui vienne et qui fasse l'émission avec nous. Et en fin de compte, quand elle me parle de cette émission, je me dis, mais je ne la sens pas du tout, cette Oui. émission. Mais alors, pas du tout. Elle me dit, ah bon, mais pourquoi? Je lui dis, parce que, à mon avis, ils vont tourner l'émission, mais je sais pas, il va y avoir un problème, ou ça va mal se passer, ou elle sera pas diffusée, ou je sais pas. Elle me dit, ouais, mais c'est M6 quand même, quand ils s'engagent et quand ils tournent, voilà, quoi. Donc, je lui dis, écoute, non, je sens pas l'émission, je la fais pas. Et donc, Véronique téléphone au producteur. Le producteur, intrigué, m'appelle Mhm. et me dit, mais pourquoi vous voulez pas venir faire l'émission? Surtout que Véronique insiste, elle veut que ça soit avec vous et tout. Et je lui dis, bah non, voilà, l'émission, je la sens pas, je sais pas. Voilà, c'est mon ressenti personnel. En tout cas, moi, je fais pas l'émission. Et donc, il me dit, mais si, il faut la faire, vous savez, ce sera bien pour vous. Ça va être tous les soirs à 19h ou Ah oui, 19h30. carrément. Il va y avoir un petit passage. Et puis, il y aura une émission finale à la fin de la semaine à 20h50. Donc, c'est quand même une grosse visibilité pour vous. J'ai dit, ben, visibilité ou pas, moi, je sens pas l'émission, je la fais pas. C'est ma façon de Mhm. travailler, c'est comme ça. Et donc, je rappelle Véronique. Véronique me dit, bah, écoute, nous, on fait l'émission quand même, tant pis, on l'a fait avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ils ont tourné l'émission, ils ont enregistré cette émission, et je te donne en mille, Jamais été. et on ne sait pas pourquoi, elle n'est jamais Ouais. passée. Mais c'est peut-être parce que tu n'étais pas là, Ouais, justement. je ne sais pas. Non, ce serait un peu prétentieux quand même. Non, non, je ne sais pas. Il y a eu des problèmes après, derrière. Il y a eu le Covid qui est Ah oui. arrivé. Il y a eu plein de choses qui se sont mises en place. Et en fin de compte, ben, c'est très dommageable, mais cette émission, elle n'est jamais sortie des cartons. Elle n'a jamais été diffusée. Donc, je ne sais pas ce que j'ai avec le château de Mm. Fougeray, mais voilà, le château de Fougeray, pour moi, c'est un petit peu Ok. compliqué. On continue avec Gilles. Est-ce que Jean Didier a déjà fait des régressions de ses vies antérieures pour savoir si, dans une vie passée, il avait déjà eu des capacités médiumniques? Alors, effectivement, j'ai fait des régressions, puisque là, quand on a accès au présent et au futur, on a souvent accès au passé. Et j'ai écrit aussi des livres sur les vies antérieures. C'est assez marrant d'ailleurs parce que pendant 10 ans, j'ai tenu une rubrique dans le magazine Horoscope où les gens écrivaient pour me poser des questions sur leur vie antérieure et je leur répondais. Donc c'était aussi important pour moi de travailler sur ça et de savoir un petit peu ce qui s'était passé par rapport à moi. Alors, moi, j'ai pas eu de flash ou j'ai pas eu de vie dans lequel j'avais vraiment été soit déjà médium ou astrologue ou autre, mais par contre, j'ai été curé. Et c'est ce qui explique peut-être pourquoi j'ai un attachement particulier, comme tu le disais, aux prières et que j'utilise énormément la prière et que voilà, j'étais un petit curé de campagne en Bretagne et c'est marrant parce que après j'ai compris aussi pourquoi j'avais cet attachement particulier à la prière. Ok. On continue avec Sophie. Sophie, vous sentez-vous toujours bien accueillie? Par les Oui, bien entités sûr. ou par les Allez, gens? par les Que je entités, je nous pense. On reste dans le sujet. Par les gens, non, il n'y a jamais de problème parce que, entre guillemets, on arrive toujours un peu comme un sauveur en disant, voilà, on fait appel à lui parce que lui, il va nous régler le problème qu'il y a chez nous. Donc, de ce côté-là, il y a jamais trop de problèmes. Euh, il y a quand même une anecdote que je pourrais Ouais, te vas-y, donner vas-y. aussi par rapport à ça, où un jour, je suis arrivé à Dreux dans une maison et c'est le monsieur qui vient m'accueillir et qui me dit, alors je vous mets tout de suite à l'aise, vos trucs là, votre baratin, j'y crois pas du tout. Moi, ça me passe par-dessus la tête. Si, dites-vous bien une chose, c'est si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que c'est ma femme qui m'a supplié de vous faire venir. Mais moi, vos conneries, ça me passe par-dessus la tête, quoi. Elle dit, bon, d'accord, écoutez, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Donc, on dit, on va faire un tour. C'était un genre de manoir, donc un truc très intéressant et important. Et en fin de compte, je rentre dans ce manoir et bizarrement, il y avait une histoire différente par pièce. Et j'explique à chaque fois. Je dis, voilà, il s'est passé telle chose dans cette pièce à telle époque. Dans cette pièce, à telle époque, il s'est passé telle chose. Dans cette pièce, à telle époque. Et le monsieur qui accompagnait sa femme, à un moment, lui, il décroche, il se barre.
Et je me dis, lui, effectivement, il doit me prendre pour un taré, donc voilà. Et donc on finit le tour du manoir, on arrive en bas, et arrivé en bas, le monsieur était là, et il m'attendait avec un livre, et il me dit, c'est quand même très bizarre, que tout ce que vous venez de raconter, c'est mot pour mot tout ce qu'il y a dans Ah ce oui. livre. Donc il me dit, là je suis surpris. Alors, ou vous connaissiez le livre avant de venir, ou il y a un problème quelque part. Je dis, bah non, je ne savais même pas qu'il y avait un livre de fait sur votre habitation. Donc voilà, et du coup, après on s'est recontacté, il m'a rappelé et il a changé Ah oui. sa vision des choses, quoi. Comme quoi, des fois, tu peux être accueilli d'une façon un peu froide aussi par les Mhm. gens. Généralement, les entités, non. Alors, pourquoi? Une fois de plus, parce que les entités cherchent quelqu'un pour rentrer en contact avec, et elles sont trop contentes d'être rentrées en contact avec quelqu'un pour que ça crée une atmosphère qui soit pas Mhm. bonne. Donc, voilà, Ok, ça résume un petit peu tout ce qu'on très disait. bien. Mathieu qui pose cette question, quelle est ta plus mauvaise expérience ou peur avec un fantôme? Alors, j'ai pas de mauvaise expérience et j'ai pas de peur avec un fantôme parce qu'en fin de compte, comme je le disais aussi, j'y vais la fleur au Hmm. fusil et je suis toujours positif dans ma façon de faire. Et voilà, la seule chose qui arrive, c'est pas des peurs, c'est le fait d'être submergé, comme je Ouais, l'expliquais par les aussi, émotions. par les émotions. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qui est toujours un peu délicat et pas toujours facile, mais d'un autre côté, ça fait partie du jeu aussi. Donc il faut y aller par rapport à ça. Est-ce que, Euh, excuse-moi, est-ce que ces entités t'envoient volontairement euh, toutes ces émotions que tu vas ressentir? Est-ce que, ou alors c'est un truc naturel, un médium comme toi ressent une émotion par rapport à un oui, fantôme qu'il voit? oui. Tu sais, c'est exactement la même chose que pour les fantômes, pour les personnes, pardon, les médiums qui font de la voyance spirit, qui rentrent en contact avec les personnes décédées. Très souvent, ça se termine avec une boîte de mouchoirs sur la Hmm. table parce que les deux se mettent à pleurer parce que ça ravive des choses. Et en fin de compte, voilà, les émotions sont tellement fortes que ça marche de cette façon-là pour la voyance spirit et pour le chasseur de fantômes, ça marche aussi de cette façon. Par contre, pour les chasseurs de fantômes qui vont travailler avec des appareils, eux, ils sont dans le mental, ils sont pas dans l'émotionnel, donc c'est très rare qu'ils se fassent piéger Ouais. par leur émotionnel parce qu'ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde et de façon de travailler. Ok. Alors, Laurence, pouvez-vous percevoir à travers un écran s'il y a une âme errante chez la personne et si la personne a des capacités? Merci. Oui, c'est comme quand je recevais des gens au cabinet. En fin de compte, c'est bizarre, il y a une espèce de reconnaissance. Tu vois, c'est quelque chose d'un peu inné, c'est-à-dire que tu captes la personne en face de toi et tu dis, ah, cette personne, moi, c'est souvent ce que je disais quand il y a des personnes qui venaient me voir comme ça et que je sentais ça, je disais, vous êtes comme moi, vous avez des capacités comme moi, vous ressentez les choses ou vous êtes dans le métier, ou vous êtes en train de vous initier par rapport à ça, mais il y a une reconnaissance. D'accord. Ça, c'est systématique. En fin de compte, tu le sens parce que tu es sur la même énergie. Mhm. Et les fantômes, Ouais, tu les vois à travers l'écran? Non. Non, ça Là, il faut non, vraiment ça non. être très près d'eux, quoi. Non. Ouais, ouais, il faut vraiment aller sur place, il faut aller dans les endroits. Des fois, on me dit, bah, je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous filmer ma maison et je vous envoie ça, puis vous me dites ce que vous en pensez. Je dis non, le ressenti, c'est sur place, il faut vraiment aller. On parlait tout à l'heure de mémoire des murs, et la mémoire des murs est importante, et les entités, tu les captes ou tu les captes pas, mais en fin de compte, par vidéo interposée, non, ça fonctionne pas comme Ok. ça, quoi. Simplement, pour un individu, pas un fantôme, mais pour une personne, effectivement, là, on peut capter, on peut sentir si la personne est sur la longueur d'onde de la médiumnité ou pas. Ok. Charlotte qui pose une question, mais tu as répondu pratiquement durant tout l'interview. Mais bon, je vais la reposer quand même. Avez-vous fait des enregistrements probants, audio ou vidéo? Ouais, ouais, ouais. En Oui, privé, on on ne en a eu truque pas. plusieurs. En privé, non. Et puis après, tout ce qui est privé, moi, je le dévoile Hmm. pas.
C'est-à-dire que ça reste dans le domaine des choses privées et personnelles. Voilà. Maintenant, quand une équipe de télé me suit sur une chasse aux fantômes ou sur, par exemple, une séance de spiritisme, où on rentre en contact avec les entités, là, c'est pas pareil puisqu'on est dans le cadre d'une émission. La meilleure preuve, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Peut-être qu'elle était peut-être pas encore arrivée sur l'émission Hmm. quand on en a Oui. parlé, mais quand on parlait de cet appartement à Rouen, là, effectivement, c'est vraiment une très belle preuve. Et même, c'est très enrichissant pour soi aussi, personnellement, parce que des fois, tu sais, moi, il m'arrive encore, non pas de douter, mais de me dire, c'est quand même bizarre de voir cette chose-là ou d'avoir des détails. Et ce qu'on me dit aussi souvent, on me dit, mais comment vous pouvez être aussi précis? Parce que si tu te rappelles de ce film, de cette émission, je dis des choses qui sont extrêmement précises, comme la médium d'ailleurs, qui dit exactement comme moi, des choses très, très, très précises, quoi. Et des fois, on nous dit, mais comment est-ce possible d'être aussi précis? Ben ça, on ne l'explique pas en fin de compte. Tu sais, de la médiumnité, c'est un canal, tu reçois, tu captes des choses, tu transmets ce que tu reçois, et quand tu as des informations, tu les donnes. Mhm. Ok. Gilles, est-ce que Jean Didier fait des incorporations médiumniques? Si oui, y a-t-il un risque ou pas? Pas du tout. Ça, c'est trop dangereux. Effectivement, il y a beaucoup de risques par rapport à ça. C'est comme pour, j'assimile ça aussi à l'écriture automatique. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'écriture automatique et qui se trouvent incorporées parce qu'ils sont tellement prises dans le feu de l'action. Et généralement, c'est l'entité qui guide la main. Et si elle trouve une porte d'entrée, elle rentre dans la Mhm. personne. Et ça, c'est vraiment extrêmement dangereux. Ça peut être très grave. Il y a des conséquences qui sont fâcheuses par rapport à ça. Donc ça, j'ai jamais touché à ça. J'y toucherai jamais et je le déconseille fortement. D'accord. On continue avec Hubert. Votre invité est-il déjà tombé sur une entité vraiment enthousiaste de renseigner le monde des vivants sur ce qui se passe de l'autre côté de la rive? Alors, quand on leur pose des questions, oui, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont faire D'accord. d'une façon naturelle. C'est-à-dire que c'est pas que l'entité est égoïste, mais elle a besoin de comprendre, elle a besoin de savoir. Et donc, elle explique ce qui lui est arrivé pour comprendre après le déroulement de ce qui va se passer après tout ça. En fin de compte, on reste centré sur l'histoire de l'entité, mais en fin de compte, pas trop sur ce qui se passe de l'autre Mhm. côté, comment ça se passe. Maintenant, il y a des médiums qui ont fait des livres là-dessus où ils expliquent comment ça se passe de l'autre côté, comment ça se gère, Bah, les etc., fantômes, ils quoi. sont pas allés bien loin non plus de En l'autre fin de côté, compte, quoi. Ils sont pas très loin. le fantôme, il vient pas Ouais. t'expliquer, il vient pas te dire comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça et Et ça, il quoi. le sait pas en plus sur celui que tu En captes. plus, non, la plupart du temps, non, il ne le sait pas parce qu'il, de toute façon, comme il est Mhm. bloqué, il n'est pas dans le spirituel, il ne peut pas le Mhm. savoir parce qu'il n'a pas accès au Eh oui. spirituel. Donc, il est encore bloqué dans le matériel. Il ne faut pas oublier que l'entité, quand on parle d'entité dans un lieu pour une chasse aux fantômes, c'est une entité qui est dans le lieu. Donc, elle est sur le plan terrestre, elle n'est pas sur le plan spirituel. Ok. Charlotte, constatez-vous une augmentation des entités errantes ces dernières années? Alors, on le constate. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font ce genre de choses. Tu es pas sans savoir qu'il y a énormément de groupements de chasseurs de fantômes qui font des vidéos sur Oui. YouTube. Ça, là, maintenant, depuis 3 ans, 3, 4 ans, on en trouve partout. Ça se montre de tous les côtés. Donc effectivement, on a plus d'informations par rapport à ça et on a plus de choses et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entités dans beaucoup d'endroits. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui s'est mis sur le terrain. Voilà. Ouais. Mais tout simplement. Mais c'est tout, quoi. Ok. Mais il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus qu'autre chose, autrement. Valkyrie, qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on n'est pas à l'aise chez quelqu'un, comme si quelque chose nous poussait à sortir? Là, c'est simplement un ressenti personnel aussi de l'atmosphère. Ça peut être aussi, c'est pas spécialement une entité, ça peut être aussi ce que dégagent les gens d'une manière générale, parce que tu sais qu'on dégage tous des énergies. Et voilà, si les gens sont médisants, sont jaloux, sont voilà, pas très bien dans leur vie, qui sont malades,
Ils peuvent dégager aussi tout un tas de choses comme ça autour d'eux, et qui n'est pas spécialement lié directement aux entités. Il ne faut pas croire qu'à chaque fois qu'on capte quelque chose ou qu'on ressent quelque chose, systématiquement, ça veut dire que c'est une Mhm. entité. Ça, c'est pas la réalité. Ça se passe pas comme ça. Maintenant, on peut capter des choses parce qu'on est dans une atmosphère particulière. C'est exactement la même chose que quand on est en contact avec quelqu'un. Des fois, ça passe Eh très oui. bien avec des gens, puis avec d'autres personnes, on se dit, Mm. ah, je suis pas à Mm. l'aise avec cette personne, je la sens pas, je suis pas bien. C'est exactement la même chose. Alors, Pierre, y a-t-il des études pour connaître les énergies des poltergeists? Euh, le problème, c'est que là, on rentre dans le côté Mm. scientifique, et jusqu'à présent, les scientifiques sont opposés à Ouais. ça. Et que c'est plutôt contradictoire parce que, en fin de compte, moi j'ai été contacté par le CNRS il y a quelques années où ils voulaient faire des expérimentations avec moi. Mais il m'avait dit, nous, ce qui est important, c'est qu'on met un protocole en place. Et ce protocole, déjà, il dit que pour qu'on puisse valider quelque chose d'intéressant, il faut que vous puissiez répéter cette Eh expérience oui, au bien sûr. moins 5 ou 6 fois de Mm. suite. Et ça, quand on est dans du paranormal, on n'est pas dans des choses comme ça, quoi. On peut pas dire à certains moments on va capter, d'autres on va pas capter, d'autres on Mm. va mieux capter, d'autres on va un peu moins bien capter. Et on répète pas systématiquement quelque chose. C'est pas scientifique notre façon de travailler. Et donc le protocole fait qu'on a beaucoup de mal jusqu'à présent à vérifier certaines choses parce que il y a ces protocoles scientifiques qui sont trop Oui, rigoureux. complètement. Maëlys, pour vous, quelles sont les meilleures techniques pour les passeurs d'âme? Travaillez-vous avec des passeurs d'âme attitrés? Alors, moi, je travaille pas avec des passeurs d'âme attitrés, ça dépend des endroits. Et à certains moments, moi, je peux le faire moi-même. En fin de compte, il y a plusieurs techniques différentes. Donc là, on va pas rentrer dans les techniques et expliquer parce que chacun a aussi son petit Mm. rituel, sa façon de faire et son expérimentation personnelle. Si je te dis que je travaille avec les prières, ça va pas Bah non, t'étonner. complètement, j'en étais sûr. J'aurais pu le deviner, hein, même si je suis pas voyant, hein. Donc, si tu veux, effectivement, moi, c'est basé sur la spiritualité, sur les prières. Je travaille avec un pendule à onde de forme, c'est la seule chose que je peux dire, pour faire tourner les énergies et les faire se déplacer et partir, et faire partir l'entité en même temps. Mais après, des protocoles, il en existe plein différents, et chaque passeur d'âme a sa façon de travailler. Ok, Gilles, quel est l'esprit le plus ancien, bloqué, enfin, le plus ancien, enfin l'esprit bloqué le plus ancien, que Jean Didier a Mhm. rencontré? Alors, moi, le plus ancien, c'est justement pendant l'émission avec Hmm. Evangélie, quand on a tourné pour Christophe de Chavannes, on est tombé sur des entités qui étaient très anciennes, qui venaient des premières pour l'époque du Moyen Âge, des choses comme ça. Donc, c'était des entités qui étaient très anciennes. Et en fin de compte, c'était une demeure dans laquelle il y avait eu des Chouans qui étaient passés avec la Révolution française après. Et après, il y avait des Allemands qui avaient aussi saisi cette maison et qui l'avaient réquisitionnée pendant la guerre. En fin de compte, il y avait tout un historique très important, mais le départ, effectivement, ça venait du Moyen Âge. Ok. Euh, C'est un genre de relais de poste ou quelque chose comme ça. Voilà. Corinne, bonsoir. Il est dit que le Ouija est dangereux. Est-ce que cela peut attirer les mauvais esprits? Complètement. On en a parlé un petit peu Ouais. tout à l'heure. Oh, tu as parlé Et il plus y de a tout un l'écriture automatique. écriture automatique, la pratique des Hmm. vers avec les lettres, et puis le Ouija. Le Ouija, c'est quelque chose qui fait que on attire des entités qui n'ont peut-être pas spécialement envie de venir parler ou être dérangées, parce que ça existe Mhm. aussi. Et puis, comme je l'ai expliqué aussi, on peut très bien contacter des entités qui sont en contact avec le bas astral, qui sont des entités qui ont été négatives dans la vie, et donc qui se retrouvent dans un plan négatif. Et ces entités-là, quand il y a une brèche qui s'ouvre, en fin de compte, elles rentrent dans cette brèche. Donc, si on n'est pas préparé à ça, ça peut être dramatique et on peut se retrouver souvent avec beaucoup de phénomènes paranormaux déjà dans la Hmm, maison. ok. On continue avec Gilles. Est-ce que pour Jean Didier, la Dame Blanche est une âme errante? Elle prévient souvent les gens d'un risque d'accident et semble bien réelle de son apparition.
Oui, il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits, beaucoup d'émissions qui ont été faites sur la Dame Blanche. En fin de compte, il en existe un petit peu dans toutes les régions de France. La Dame Blanche, on l'appelle comme ça parce que voilà, c'est une forme qui représente plus ou moins une femme habillée tout en blanc et qui erre souvent sur le bord des routes. Et c'est souvent lié à une entité qui a trouvé un accident, la mort dans un accident, un carrefour, un endroit. Et en fin de compte, elle est là, en fin de compte, pour prévenir les gens qu'il faut effectivement faire attention, soit qu'il faut ralentir, ou soit qu'il faut voilà, avoir un petit peu plus de vigilance. Peut-être quelqu'un qui est en train de s'endormir et du coup voit une dame blanche se Hmm. réveille, ou quelqu'un qui était parti dans ses pensées et qui fait pas attention et il y a une voiture qu'il n'a pas vue qui arrive en face. Effectivement, c'est souvent pour prévenir des choses. Alors là encore, souvent les gens ont peur parce qu'ils sont pas habitués à ça, parce qu'on se demande ce que c'est, parce que on se dit est-ce que c'est pas quelqu'un qui nous veut du mal? Pas du tout. C'est en fin de compte, voilà, une entité qui est très souvent liée à un accident. Et ça arrive que certains médiums soient appelés des fois par des municipalités pour aller sur des carrefours où il y a comme ça des apparitions pour faire partir l'entité qui se trouve à cet Ça t'est endroit-là. déjà arrivé? Moi, non. D'accord. Cataclic, comment ne pas devenir un fantôme? Ça, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu peux pas. Enfin, à partir du moment où tu sais que qu'il y a un au-delà, qu'il y a une lumière, qu'il y a des guides, est-ce que tu, tu gardes cette conscience? Oui, en fin de compte, il ne faut pas douter par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'y suis confronté aussi dans la vie tous les jours depuis 30 ans, donc c'est mon quotidien. Ça fait partie de ma façon de fonctionner depuis toujours. Je pense que je fais avec, mais par contre, je fais pas avec parce qu'il faut faire avec. Je fais avec parce que c'est quelque chose qui me semble important. Et parce que, entre guillemets, j'ai l'impression que je peux aider par rapport à ça. Alors, je ne parlerai pas de mission parce qu'il y a trop de personnes qui se disent, ah, moi j'ai une mission, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'ai un peu de mal avec ça, avec Hmm. le côté, j'ai une mission à faire, je ne suis pas sur la Terre pour rien. Non, ça, je n'ai pas cette prétention, mais je pense qu'on peut tout à fait venir en aide à son prochain ou à une entité ou à un fantôme à partir du moment où on est formé par rapport à ça et qu'on a des croyances particulières aussi par rapport à ça. Et tu crois que quelqu'un qui meurt, il a une profonde, enfin, il connaît, il sait que, il sait qu'il y a un au-delà, il ne deviendra jamais un fantôme errant. Oui, alors il y a ça, mais ça dépend aussi de la façon dont Si c'est, il va voilà, si c'est un disparaître. accident, mais alors voilà, si c'est un accident Voilà, parce que violent ou si quelque chose, euh, voilà, c'est ce qu'on expliquait ouais, tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'est une crise cardiaque, ça dure quelques minutes, tu n'as pas le temps de comprendre ce qui t'arrive. Ou si c'est un accident de voiture violent, deux voitures qui s'entrechoquent et que tu disparais tout de suite, en fin de compte, tu n'as pas eu le temps de comprendre ce qui t'arrivait. Le sixième sens, c'est un peu ça ouais. aussi avec Bruce Willis. Il n'a pas le temps de comprendre ce qui lui est arrivé, quoi. Donc voilà, il y a des choses comme ça où on ne peut pas tu sais, on peut pas répertorier les choses, on Ouais. peut pas les classer et on peut pas dire ça se passe comme ça se passe pas autrement. C'est un petit peu, chaque cas est particulier et chaque chose se fait en fonction de l'état de la personne, de son émotionnel, de ses croyances, de la façon dont elle va partir. Enfin, il y a plein de choses qui sont liées à tout ça, À quoi. ton avis, les fantômes que tu as rencontrés, qui Là, sont... tu es Oui, préparé, pardon. t'es préparé, t'es préparé. Voilà. Par contre, effectivement, quand tu es un peu dans ce domaine-là, tu es préparé un peu à ça et tu sais un peu à quoi t'attendre et à ce qui On va se perd pas passer, toute sa quoi. mémoire, quoi. Non, non. La seule chose, c'est la violence dans laquelle ça se D'accord. passe. Ok. On continue avec donc ça, Cataclysme, c'est déjà passé. Jessica, les entités gardent-elles la même personnalité que celle qu'elles avaient ici-bas? Oui, tout à fait. C'est ce que Hmm. j'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que une entité qui est, enfin, une personne qui est bonne dans la vie tous les jours,
l'entité qu'elle représente sera également bonne. Maintenant, si c'est un voleur, un escroc, un bandit, il y a des fortes chances qu'il se retrouve dans le bas astral et que s'il contacte quelqu'un, ça ne sera pas pour des bonnes raisons. Ok. Evelyne, est-ce que dans chaque maison, il peut y avoir des fantômes? Moi, je purifie souvent avec de la sauge. Donc, a priori, c'est bien. On confirme, effectivement, la sauge blanche. Alors, la sauge blanche, hein, on me disait qu'elle est la plus utilisée et la plus intéressante par rapport à ça. Alors, il n'y a pas des entités spécialement dans toutes les maisons. Moi, j'expliquais que dans la mienne récente, il n'y a pas d'entité. Ils ont peur de toi aussi. Hein. Non, je pense que ce soit une question de peur. Moi, ils viennent plutôt vers moi pour discuter, voilà, pour apprendre des choses et pour comprendre. Non, je pense que voilà, il n'y a pas spécialement, il y a beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits dans lesquels il peut y avoir des entités, mais c'est souvent des lieux qui ont une histoire. Nina qui demande si les fantômes sont toujours des humains désincarnés. Maintenant, je t'avais posé la question. Ou ça peut être aussi des êtres jamais incarnés sur Terre. Là, non. On est vraiment dans des personnes qui ont été incarnées parce que, en fin de compte, il y a un processus qui fait que l'entité, c'est quelque chose qui se passe après la mort d'un corps physique. C'est ce qui reste du corps physique. Donc, on est obligatoirement obligé de passer par le côté physique avant. Ok. Eh bien, écoute, Jean-Didier, c'était la dernière question. Super. Alors, c'était très sympa ces questions. Donc, avant de se dire au revoir, je vais quand même passer une petite pub pour une petite conférence que je vais faire le 3 et 4 juillet, puisque c'est une amie aussi à toi, Dominique Vallée, que j'embrasse. Oui. Et voilà, c'est une conférence qu'on va faire le 3 et 4 juillet à Belle-Nave. Et puis voilà, on en parle un petit peu. On se retrouve dans 2 minutes, je crois. Bonjour, je vous donne rendez-vous le 3 et 4 juillet à Belle-Nave pour une conférence, la première conférence d'une rive à l'autre. Le sujet, la vie après la mort. Vanina, parle-nous un petit peu de ce week-end de conférence. C'est un week-end qui sera dédié donc au thème de la vie après la mort. Donc ça se passe au château de Belle-Nave, à côté de Vichy, dans l'Allier. L'idée m'est venue en fait après beaucoup de demandes de réunir donc plusieurs acteurs qui sont concernés par ce sujet un petit peu délicat, des acteurs qui ont en même temps un regard plein de compassion, mais aussi d'humour, parce que l'idée c'est de passer un week-end où on va pouvoir parler de tout ce qui nous angoisse, de tout ce qu'on n'ose pas exprimer. Les gens vont pouvoir venir et poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Et on a 2 intervenants, et puis toi qui nous fais l'amitié de venir justement animer et faire un peu rebondir l'action et présenter au public. Donc les thèmes proposés. Donc le premier thème, le samedi, les expériences de EMI. Donc que je proposerai. En fait, le sujet tournera autour du double revers, le double côté de la médaille de faire une EMI. On a souvent l'idée que les EMI, c'est quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire. Ouais. On parle que de ce côté-là. J'ai envie de parler des 2 côtés et que les gens puissent poser des questions sur ces 2 aspects de cette expérience. Et puis aussi, quelque chose qui va directement parler aux EMistes. Donc je les enjoins à venir à ce week-end. On parlera aussi de qu'est-ce qu'on fait d'une EMI une fois qu'on l'a vécu, parfois subi. Et je pense que c'est intéressant. Le dimanche, j'ai l'honneur et la joie d'avoir reçu l'accord de Dominique Vallée, donc qui est médium et qui peut donc avoir ce contact avec les personnes défuntes. Dominique est quelqu'un d'extrêmement reconnu. Elle a travaillé avec Stéphane Alix sur son ouvrage, sur son livre, Le Test. Donc on connaît vraiment Dominique dans ce milieu. Elle est très sérieuse. Je voulais quelqu'un qui soit extrêmement sérieux, pas de grands effets de manche. Elle va nous parler justement de cet aspect de la vie, de l'au-delà, puisque là le contact direct et qu'elle est de l'autre côté de la rive elle-même. Et elle va aussi pouvoir offrir un contact avec les défunts comme elle le fait et expliquer aussi ce qu'elle fait, quel est son rôle depuis tant d'années. Et c'est là où tu vas pouvoir justement nous aider et nous accompagner par ton talent justement de partage, d'orateur, ton intérêt, ton humour. C'est pour ça aussi que je te voulais dans cette conférence, parce qu'on a besoin d'amener beaucoup de chaleur, beaucoup d'humour, de détente et puis d'amitié. Je pense que les gens ressentiront ce lien que nous avons tous les 3 d'amitié et de simplicité. Merci beaucoup Vanina. En tout cas, c'est un grand honneur pour moi de participer à cette première. Alors je donne rendez-vous à toutes et à tous à Belle-Nave le 3 et 4 juillet.
beaucoup Dominique et Vanina. Donc 3 et 4 juillet à Belnave, une conférence, ça va être super. Alors voilà, donc avant de te laisser le mot de la fin, je vais quand même remercier comme d'habitude toutes les personnes qui suivent ma chaîne, les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous aimez les vidéos. Alors je vous rappelle que vos dons sont très importants, moi, je vous le rappelle tout le temps évidemment. Mais bon, c'est très important pour le développement de ma chaîne et puis vous trouverez le lien PayPal dans la description de la vidéo. Alors demain, je vais recevoir Chris Esson et nous parlerons de Nikola Tesla. Et n'oubliez pas, samedi à 20 h, la première de la nouvelle émission que je fais avec Sébastien Sochard. Ça s'appelle L'Impossible, L'_UN, plus loin possible. Voici le générique. Alors vous allez voir, c'est la même musique que j'ai utilisée pour la petite vidéo que j'ai fait pour la conférence avec Vanina et Dominique. Voilà, c'est moi qui l'ai faite, hein, j'ai tous les droits. Donc, à samedi pour l'impossible. Jean Didier, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, écoute, en tout cas, je suis ravi d'avoir participé à cette émission. Et puis, je tiens surtout à remercier toutes les personnes qui ont interagi avec nous, qui ont posé des questions, parce que ça, c'est toujours très sympathique de pouvoir être en contact avec les personnes qui regardent et puis leur répondre. Et puis, moi, je voulais aussi te souhaiter beaucoup de succès dans tout ce que tu vas entreprendre bientôt, les conférences, les reportages et les choses comme ça. Et puis, j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver sur cette antenne un de ces Avec quatre. plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous.